Benvenuta a tutte e tutti a questo primo incontro del pomeriggio. Si apre proprio ufficialmente la parte letteraria. Questa mattina abbiamo avuto un incontro un po' più di riflessione sul tema del festival, adesso incontriamo le prime autrici. Come già magari è stato detto o scritto nel programma, eccetera, un po' quello di quest'anno è un festival per i lettori, diciamo, di lingua italiana un po' di scoperta, perché abbiamo molti autori e autrici non ancora tradotti. Questo è un po' più vero per l'Italia. In Svizzera so che in realtà leggere letteratura francese in originale è una cosa che si fa molto più facilmente. Quindi quando mi sono trovato a leggere i libri per scegliere gli autori che avrei invitato e ho incontrato i libri di Ati Diallo e Seynabou Sonko, leggendoli ho pensato a un certo punto che poteva essere una buona idea magari metterle sul palco assieme, in modo che potessero dialogare non solo con la persona che avrebbe dialogato con loro e che al momento non c'era ancora, ma anche tra loro, perché mi sembrava che i libri potessero avere dei punti di contatto. Quindi ho provato a scrivere a loro due proponendo questa cosa e è stato molto bello che tutte e due mi hanno, senza sapere che io avevo scritto anche all'altra, mi hanno risposto la stessa cosa, tutte, ah che bello, siamo anche amiche, non ci vediamo mai però agli incontri dei festival, quindi che bello, e che mi ha fatto molto piacere. Quindi eccole qua, di Ati Diallo, Seynabou Sonko, e poi si è aggiunta, e questo è stato un altro grande piacere, Annalisa Romani, che è una traduttrice dal francese molto brava e che traduce tra gli altri anche due autori che sono Didier Ribon e Edouard Louis, che per il tema del festival sono anche due autori che avrebbero potuto essere qua con noi. Quindi io lascio la parola a Annalisa, a Diati e a Seynabou e buon incontro. Buongiorno a tutte e a tutti, grazie di essere qui, ringrazio Matteo Campagnoli, Nausicaa Angelotti per questo invito, ringrazio le interpreti perché avranno il faticoso lavoro di tradurmi in francese perché parlerò in francese con Seynabou et Diati. La première question que je voulais poser, c'est justement de leur demander s'ils ont envie de se présenter, de nous parler de ces deux premiers romans qui m'ont vraiment très touchée, très marquée pour beaucoup des questions dont on parlera. Mais je voulais demander s'ils ont envie de nous parler de leur parcours, comment elles sont arrivées à ce premier roman, et de nous parler de l'histoire, de quoi elle parle le texte. C'est un roman, c'est deux romans de fiction, et de quel est l'objet du récit. Alors se présenter et parler de... Alors du coup, je m'appelle Diati Diallo. J'ai écrit un premier roman qui est sorti il y a maintenant 2 ans et quelques, en 2022, c'est ça, septembre 2022. Et voilà, je fais aussi pas mal de lectures et de performances à partir de ce texte-là, et d'autres textes aussi qui sont parus dans des revues, des webzines, etc. Donc il y a en fait toute une production littéraire autour d'un livre en général, parce qu'on parle vraiment d'une œuvre, mais souvent en fait on a écrit plein d'autres trucs avant, pendant, après. En tout cas, moi, c'est mon cas. Et voilà, c'est un premier roman qui parle de, en fait, à travers la question des violences policières, qui est une question en France qui fracture un petit peu le pays, parce qu'il y a des personnes qui ne reconnaissent pas l'existence de ça, et pourtant ça brise en fait toute une partie de la population. Des personnes considérées comme des manifestants légitimes, voilà, en opposition à certaines lois, à des personnes dites marginalisées ou en tout cas minorisées. Donc voilà, ça touche pas mal de monde. Et donc à travers cette question-là, j'ai souhaité aussi parler de ce qui peut réparer cette violence, de ce qui peut permettre de continuer de faire, d'exister en fait, malgré tout. Et donc d'amitié, de liens d'amitié, de liens politiques à travers l'amitié, etc. Voilà, c'était un petit peu ça le sujet. Et je vais m'arrêter là. Merci beaucoup.
Alors pour ma part, je suis Seynabou Sonko, je suis Sagittaire, ascendant Vierge, Lune en Verseau. Je suis également chanteuse et scénariste pour le cinéma depuis peu. Un peu comme Diati, je pratique aussi différentes manières de mettre en scène mes textes sur scène par la forme de lecture musicale que j'entremêle la plupart du temps avec des chansons de ma composition. Alors, Djinn, c'est également un premier roman qui est assez à la fois délicat à définir, mais de par son titre, étant donné qu'un djinn est une figure que j'ai utilisée, que j'ai puisée dans la culture islamique, qui est invisible. Et donc, à travers la figure du djinn, ça m'a permis d'aborder des questionnements autour de l'intégration française qui a échoué, d'aborder des thématiques comme la question du racisme également, et de différentes manières d'aborder la question de la santé mentale, notamment par la manière de le soigner et de la vision occidentale d'aborder la maladie mentale et des pratiques plus traditionnelles propres à un personnage important dans le roman qui s'appelle Mamie Pirate et qui a le don d'être guérisseuse et de soigner à travers les plantes et les racines. Merci beaucoup. Et, en fait, la première chose qui est très frappante est comment vous avez utilisé la fiction, parce que c'est vraiment un dispositif pour aller, j'ai l'impression, moi, encore plus au corps de la réalité. Et qu'est-ce que vous faites? Je ressens un travail énorme de documentation qui puise aussi dans les sciences sociales, qui puise dans... Au début, pour Seynabou, j'avais pensé, voilà, il y a lettres en psychiatrie de Tobinatin. Après, je me suis dit, non, il y a quelque chose encore plus. Au moins, je ne sais pas s'il est explicite, mais pour moi, c'était un prisme très important de compréhension. L'expérience de Fanon dans l'hôpital de Blida, en fait, ne pas se poser même pas la question du soin, mais aller au-delà et voir quelles sont les causes politiques des troubles mentaux. Et comme une reconfiguration de beaucoup d'éléments pour faire d'autres choses, comme par exemple le djinn, qui est réutilisé aussi pour donc partir de l'affection pour aller à la réalité, mais reconstruire d'autres imaginaires avec un final différent, qui nous permet aussi de voir des constants qui sont dans la réalité et toucher des arguments comme l'identité, l'intégration, le racisme et la santé mentale. Pour partir un peu de djinn, il y a le personnage qui raconte l'histoire est Panda, c'est une fille qui vit dans le 10e arrondissement avec sa mamie Pirate, et le roman commence par un appel d'un voisin qui vit à l'étage en dessus, qui, suite en garde à vue, il est amené dans un hôpital psychiatrique, et tout de suite le dispositif de la schizophrénie, qui est aussi une catégorie, une notion avec laquelle ça devient un peu un miroir pour voir la position de Panda, qui a aussi tout un héritage avec sa mamie, qui est guérisseuse, qui propose une autre vision de la situation et un autre regard sur la maladie, entre guillemets, de Jimmy. Et ça part aussi une épopée à la recherche d'une plante, que c'est même pas une plante, c'est une racine de l'iboga. Et j'ai vu ce personnage principal comme au centre d'un chiasme. Et la notion, là aussi, qui m'a permis un peu d'apprivoiser, au début, je pensais que c'était la notion d'identité, mais je me dis si ce n'est pas plutôt la notion de différence. Au bout d'un moment, Panda, elle se dit qu'elle est un peu la traductrice de tout ce monde, mais elle ne veut pas l'être. Elle commence en sorte
laisser un lieu commun pour toutes ces différences et les laisser vivre et coexister. Oui. Alors, il y a énormément de choses très belles que tu as dites sur le roman, qui n'est pas vraiment une question, mais je vais essayer quand même d'intégrer toutes les réflexions que tu viens de faire, mais je ne peux pas ne pas revenir finalement, je fais une petite pirouette comme ça, je ne peux pas ne pas revenir à ma première démarche et au-delà de l'histoire qui a été écrite et qui raconte oui, des liens entre des personnages, des conflits, une tension narrative. C'est jamais par l'histoire que je rentre en écriture et que c'est avant tout une recherche à travers la langue qui est énormément passée par ma pratique de la musique, ma pratique personnelle, mais aussi la musique que j'ai écoutée à un moment donné pendant mon adolescence. Je crois que écrire Jean, pour moi, c'était une manière de reconnecter, en fait de retrouver une langue minorisée, une langue stigmatisée et une langue qui était beaucoup plus proche de moi. C'est ce que j'ai essayé de mettre en scène et le roman est né comme ça, est né de la voix de Penda qui est venue me raconter son histoire avec une voix très aiguë. Vraiment, elle avait la capacité de plafonner presque. Et je n'ai pas eu d'autre choix que de mettre en scène cette voix-là qui m'a été transmise, même si ça peut paraître un peu mystique d'en parler de la sorte. Oui, il y avait une volonté de réconcilier des mondes qui, a priori, ne vont pas forcément ensemble, des langues qui ne vont pas ensemble non plus. Mais la musique, écrire des chansons moi-même, m'a été, avant même de faire de la littérature, c'est un grand laboratoire qui me permet d'écrire sous contrainte rythmique, mélodique, de rimes aussi, s'il y en a, et de trouver une manière de raconter une expérience qui m'est proche. Et la première fois finalement que c'est arrivé, c'est à travers la musique, notamment le rap français, en écoutant des textes de certains rappeurs qui sont tellement marginalisés en France, enfin, voilà, qui sont principalement des Noirs et des Arabes, il faut le dire aussi, qui sont déjà tellement marginalisés, qui n'ont quasiment plus rien à perdre. Alors il y a une liberté dans la langue, un charisme, une insolence dans la manière de se raconter qui me ressemblait. En tout cas, ça m'a parlé. C'est quelque chose que j'ai jamais retrouvé en littérature. Et donc, Jean naît de ce désir-là, de retrouver finalement les langues qui ont traversé mon enfance sans hiérarchiser entre la langue légitime et la langue de la rue. Moi, j'ai l'impression de continuer à écrire en ramassant les mots par terre, parfois, et de les retailler et d'inventer et de les mélanger avec d'autres, avec un champ lexical peut-être plus élevé, mais que finalement, c'est quelque chose que l'on fait tous naturellement. Par exemple, si demain je me rends à un entretien d'embauche, évidemment que je vais faire l'effort, en tout cas, mais c'est aussi une charge raciale de devoir lisser son langage pour être accepté, notamment quand on a les têtes qu'on a toutes les deux. Enfin, en fait, c'est presque se rajouter une tare. Et c'est ce que raconte Jean à travers le personnage de Penda, qui est française, noire. On a beaucoup parlé du fait que ça raconte l'histoire d'une double culture, qui n'est pas tout à fait vrai, parce que sa culture première reste la culture française. Mais qu'il y a l'échec de son intégration à travers la figure du Jean. Penda, le personnage principal,
est persuadé d'être possédé, d'être habité par un esprit invisible qui est un homme blanc. Et je crois que les personnes noires en France sont des génies de l'adaptation et que moi en tout cas, je déambule dans ma vie ou ma manière d'appréhender le monde, c'est comme étant le centre du monde et je n'ai pas l'impression d'être à la périphérie. C'est en général le centre qui me renvoie à la périphérie, mais moi j'ai l'impression d'être mon propre centre, comme peut le ressentir un homme blanc qui est la norme un peu partout, et c'est aussi une manière de se légitimer spirituellement, émotionnellement, politiquement, de légitimer l'endroit d'où l'on parle, de légitimer un endroit de dénonciation qui, pour une fois, ne nous rapetisse pas, mais nous élève, au contraire, sans tenir compte du regard dominant qui attend exactement, qui attend des choses de nous. Et c'est un des propres aussi du personnage de Penda dans le roman qui sillonne la ville en skate. Je ne l'ai pas forcément conscientisé en écrivant le roman, mais au final c'est une métaphore de la liberté et du mouvement, en fait, vous pensez que je vais aller là-bas, mais en fait non, je vais prendre la tangente, je vais me déplacer, vous n'allez pas pouvoir m'attraper, vous n'allez pas pouvoir me mettre dans une case. Jean est né de ces désirs-là de raconter la complexité de nos expériences, tout en se départissant des clichés et des stéréotypes. Mais je crois profondément que, par exemple, le genre autobiographique m'est complètement interdit, dans le sens où il y a déjà la sociologie qui est là pour dire ce qu'est censé être une femme noire, pauvre, à Paris. Voilà, moi ça ne m'intéresse pas. Le réel, je trouve, à mon sens, ne suffit pas à raconter avec précision des expériences complexes, singulières, et que, à un moment donné, à force d'écrire, il y a toujours on arrive au bout du réel. Enfin, j'ai l'impression avec Jean d'être arrivé à un endroit où le réel ne suffisait plus et qu'il fallait trouver un autre endroit d'énonciation, il fallait inventer un autre endroit d'énonciation qui serait le mien, le nôtre. Merci beaucoup. Et voilà, tu as anticipé la deuxième question parce que j'y tenais à vous rendre ce sentiment que c'était des livres que je n'arrivais pas à lire dans les transports en commun. Il y avait cette troisième dimension qui ressortait. J'avais vraiment envie de le lire à voix haute, d'entendre cette voix qui sort de la page et qu'il y a une forte composante rythmique, mais il y a aussi un mélange des registres et du lexique aussi. Il y a pas mal de mots dans ton cas qui ne sont pas français. Et aussi la question des registres légitimes. Toi aussi, il y a des pauses qui ne sont pas du tout les pauses de la ponctuation, il y a des assonances, des rimes. Et cette question du registre aussi, ça dit quelque chose du rapport qu'on a à la langue. Parce que souvent, un registre, c'est aussi ou un dialecte, quand même une langue qui est connotée socialement, c'est aussi une langue qui est censurée dans des contextes scolaires, littéraires. Et je voulais savoir comment vous l'avez reconstruite aussi bien, si en vous mettant en rapport à d'autres écrivains qui ont déjà fait cette démarche, ou si c'est plutôt un écoute collectif de votre langue, du langue que vous parlez, qui existe et qui n'est pas autant reconstruit et à laquelle vous avez voulu donner une légitimité dans le livre. Rebondir après.
Sur la question de la langue, je réfléchis. En fait, je pense que ça serait quand même un peu présomptueux de la lisser et de parler au nom d'eux, en fait, même si je pense que c'est une envie qui peut nous traverser, mais même si on essaie de le mettre à exécution, on risque d'échouer parce qu'en fait, nos réalités, elles sont pas homogènes, elles sont complexes. Moi, je connais des tas de personnes noires qui parlent pas du tout avec le même accent que moi. Moi, j'ai un accent plutôt du 93, enfin, même si ça veut non plus pas dire grand-chose, mais en tout cas un peu... mais qui va être complètement évolutif parce que ça dépend du degré de confort que j'ai dans une situation. Et si je suis très très confortable, l'accent va certainement plus ressortir, et si je suis dans une... en représentation de moi ou quoi, comme là je peux l'être, il va avoir tendance un peu à s'effacer. Et parce que c'est un accent qui est de fait stigmatisé, quoi, en tout cas porteur de stigmates. Mais cet accent, cette façon de parler, les mots qu'on peut avoir dans une langue, dans un français populaire, moi j'ai grandi avec ça et je trouvais que c'était une langue qui était bien plus intéressante à mes yeux en tout cas. Une langue lisse, littéraire, même si, encore une fois, ça fait un peu... on dirait je me prends pour je sais pas qui à dire ça et tout, mais en vrai, c'est juste que moi, en fait, pour dire les choses plus simplement, c'est que quand j'ai commencé à écrire le livre, je me voyais pas écrire dans une autre langue que celle avec laquelle je parle. En fait, c'est plus simple de le dire comme ça. Mais par contre, après... il est vrai que j'ai commencé à écrire, sauf que en fait, c'est pas forcément une langue... alors, comme tu l'as dit, c'est une langue d'écriture si on parle de musique, mais c'est pas forcément une langue qu'on va beaucoup retrouver en littérature française de France, parce que, encore une fois, la littérature francophone, elle est beaucoup plus vaste que le tout petit pays qu'est la France. Notamment, il y a énormément de littérature francophone en Afrique. Mais on va mettre ça, voilà, on va la reléguer et tout, alors qu'en fait c'est le principal de la littérature francophone, elle est en fait en Afrique, enfin partout sauf en France, quoi. Et bref, et du coup pour dire, pardon, j'ai du mal à... oui, une fois qu'on décide d'écrire avec une langue qui n'est pas forcément fréquente dans un domaine qui est aussi balisé, cloisonné que la littérature française, il faut assumer le geste, quoi. Et encore davantage, il faut assumer le geste parce que c'est une langue qui, justement, qui est tellement stigmatisée, qui est tellement... que moi, je ne me voyais pas l'apprendre pour la jeter comme ça sans réfléchir un minimum à comment elle se construit, cette langue-là, comment elle... Et donc, j'ai un peu réfléchi à, justement, qu'est-ce qui en faisait la beauté pour moi. Et puis aussi en étudiant d'autres œuvres qui s'étaient écrites dans ce genre de langue aussi. Ça m'a permis de me repositionner aussi. J'ai vu par exemple qu'il y avait beaucoup de personnes qui écrivaient avec des mots, voilà, qui faisaient une langue populaire qui était surtout ponctuée de mots comme wesh, etc. Et en fait, je me rendais compte que finalement, pour moi, c'était pas ça la langue, c'était pas une accumulation de wesh, mais ça allait être plus en fait comment les phrases sont construites, comment. Et c'est justement, je parlais d'accent tout à l'heure, de transposer un accent à l'écrit. Une diction, une syntaxe, la question du rythme aussi. Il y a des gens qui parlent rapidement, il y a des gens qui parlent lentement. Et du coup, j'ai écouté ma propre langue, en fait, et j'ai essayé de trouver un système qui me permette après de pouvoir l'utiliser pour écrire. Mais comme c'est pas une langue forcément de l'écrit, comme beaucoup de langues orales, du coup, ça nécessitait vraiment un boulot là-dessus pour essayer de la respecter, parce que pour moi, c'est vraiment pas... les langues, c'est des langues, quoi. Il n'y a pas de langue mineure, en fait. Et donc, c'est plus qu'un registre, en fait. C'est vraiment... Donc voilà, et oui, je pense que la question du rap français, notamment, en fait, elle est vraiment aidante, parce que c'est des personnes qui ont... qu'on accuse d'avoir tordu la langue dans tous les sens. D'ailleurs, ça va même au-delà du rap, parce que je pense que les dernières polémiques en date, ça concernait Aya Nakamura, qu'on accuse assez régulièrement de saboter le français, alors qu'en fait, de notre point de vue, je pense que je peux dire nous, elle l'enrichit. Elle le valorise, c'est un français que nous on parle et on le comprend très bien, il n'y a pas de souci. Et d'ailleurs, je pense que si elle s'exporte si bien dans le reste du monde, c'est notamment parce qu'elle a une langue accessible, organique et qui se comprend même quand on ne comprend pas le français.
Et donc, pour moi, c'est un peu des sources d'influence, ces personnes, parce qu'elles vont à des endroits où la littérature ne se permet pas d'aller. Et c'est comme un guide de dire, mais nous aussi, on peut le faire. En tout cas, on se doit d'essayer. On se doit de l'essayer, mais pour rebondir sur ce que tu viens de dire, sans être dupe concernant le fait que c'est une langue stigmatisée, mais qu'elle est stigmatisée dans le sens où ça dépend de qui l'utilise, de quel endroit d'énonciation cette parole est diffusée. Parce que je crois que c'est Penda qui le dit à un moment dans le roman, que la langue populaire est devenue une start-up, que c'est quelque chose qui est même devenu à la mode, et qu'aujourd'hui, ça fait même plutôt cool pour un auteur blanc d'utiliser cette langue, parce que, voilà, sous sa plume à lui, ça va être considéré comme une forme soit de jeunisme, soit d'ouverture d'esprit. Donc ça semble cool, quoi. Tandis que j'ai l'impression que nous, on manie cette langue-là avec une préciosité. Enfin, quand je disais que je ramassais parfois les mots par terre, mais je les retaille comme une orfèvre. On les retaille, quoi. On les utilise pas telles quelles. Et au même titre que les rappeurs français, il y a un soin derrière cette écriture qui n'est pas seulement utilisée pour être à la mode. Voilà, j'aimerais bien se framer ici. Il y a un soin, ça se ressent énormément. C'est incroyable que c'est un premier roman, parce qu'il y a un travail du temps, que ça se sent, et je pense que c'est un temps énorme que vous avez passé à créer cette spontanéité, cette langue vivante, et ça, c'est un long travail sur le livre, mais je me dis aussi un travail de légitimation et un rapport très profond qui date peut-être, je ne sais pas, d'il y a longtemps à l'écriture. Carrément. Par exemple, je pense que une des questions qui a dû nous traverser pendant l'écriture de nos romans respectifs, ça peut paraître tout bête, comme ça, mais je pense que avant même de savoir quelle histoire on va raconter, on se pose la question de comment on va la raconter. Ça, c'est très important pour nous. Une des questions qui est arrivée, qui s'est imposée à moi, à nous, c'est par exemple comment laisser transparaître au lecteur que le personnage est noir sans le dire. Ça, c'est une question que les auteurs blancs ne se posent pas la question, étant donné qu'un personnage est blanc par défaut. Un personnage est censé être universel. Un personnage blanc représente l'universalité. Alors, écrire en situation de domination, c'est qu'on se pose toutes les petites questions qui vont dans le détail, comme comment faire comprendre au lecteur que le personnage est noir sans avoir à le dire. Moi, je me lève pas le matin en me disant que je suis noire. C'est pas mon problème, quoi. Enfin, c'est pas une question. Et dans ce sens, j'envie parfois le cinéma, parce qu'au cinéma, on voit l'image et que ça ait son importance ou pas dans le récit que le personnage est noir, on le voit. En littérature, il faut user d'une forme de ruse, à l'intérieur du texte, et même parfois couper l'herbe sous le pied du lecteur. Il y a parfois des formes même d'anticipation au sein même du texte pour déjouer des écueils. Et donc moi, la solution que j'ai trouvée pour pas présenter mon personnage racialement, c'est de nommer l'autre qui est à l'intérieur d'elle-même, son djinn blanc, qui est aussi un homme, même si on a tendance à surtout prêter l'attention sur le fait qu'il soit blanc. C'est aussi un homme. Ça me permet d'interroger les questions de genre aussi. Qu'est-ce que c'est qu'être un homme? Qu'est-ce que c'est qu'être une femme? Qu'est-ce que c'est qu'être une femme et de se sentir aussi légitime qu'un homme? Cette légitimation, elle est également possible parce qu'il y a des auteurs, des autrices, nos aînés qui sont passés avant nous,
qui ont écrit des textes qu'on a pu lire. À certains moments, moi, en lisant certaines de mes prédécesseuses, il y avait aussi cette réflexion de « Ok, à quand la fiction ? À quand la fiction ?» Je crois qu'on peut aussi sortir de formes de récits autobiographiques, de formes de récits clarificateurs. Regardez comment ça se passe chez les Noirs et les Arabes de France. Venez voir, en fait, on est comme vous, on ne fait pas peur. Enfin, à un moment donné, moi, j'en pouvais plus de cette forme de récit-là et que j'avais envie de raconter autre chose. Et c'est là que la fiction intervient pour créer d'autres imaginaires dans la manière de se raconter en se positionnant au centre du monde. Et que l'Europe n'est pas mon centre. Ça, c'est clair. Et aussi, on a parlé de racisme, justement, et il y a un aspect qui ressort des deux textes. Ce sont deux textes très différents, mais j'essaie de trianguler un peu, de me positionner sur des aspects communs pour ouvrir un peu, élargir la discussion, même dans la différence. La question du racisme, il y a deux extraits qu'on va lire bientôt. C'est affronté, dans ton cas, dans les violences policières qui sont les plus éclatantes. Et je te remercie parce que je trouve que c'est une façon très juste de les présenter. On en parle toujours dans les médias de façon très violente, symboliquement, pour augmenter la tension, la sécurité, et pas dans le bon sens. Alors que là, dans les deux cas, et dans ton texte, dans une façon plus subtile, pour utiliser une phrase avec laquelle j'ai apprivoisé, peut-être c'est ma façon, de Elsa Dorlin, en parlant du livre de Françoise Ega. Elle dit « Elle nous montre des particules très subtiles, imperceptibles, à regard blanc ». Et je trouve que ça, c'est vraiment une aussi des aspects les plus puissants, je ne veux pas dire de la littérature, mais de l'écriture, qu'on peut partager des regards, quand on n'a pas la possibilité d'être dans un environnement mélangé et se partager d'expériences. L'écriture a ça, et surtout quand le livre est publié, on peut arriver à partager ces expériences, comme dans ton cas, tu racontes dans un bus ou dans un supermarché. Il y a vraiment des petites particules que tu dévoiles, et dans ton cas, mais là je parle des extraits qu'on va lire bientôt, même si c'est très éclatant, tu te positionnes dans un aspect récurrent qui revient. Toujours la question de papier, parce que c'est là ce dispositif que décide aujourd'hui les vies qui sont légitimes d'exister, habiter, circuler. Et c'est aussi le dispositif policier, lequel c'est la première forme de contact pour agresser. On part toujours de là. Au point que même qui n'a pas de papier des pays dominants est appelé sans papier, alors que ce sont des personnes avec des papiers maliens, libyens, soudanais, mais il y a vraiment un dispositif étatique, et je trouve que de façon différente, vous montrez très très bien cet aspect dans sa brutalité, sa réalité. Je voulais vous demander si on peut le lire. Je sais pas. Moi j'ai le texte. D'accord, ok. Alors on a décidé de chacune lire le texte de l'autre. Ah, ok. Je crois qu'on n'en peut plus de lire nos propres textes. Du coup, c'est pas forcément un texte que j'ai en bouche, donc je vous demande d'être... C'est quoi le mot après ? En plus, il est pas facile. Il est un peu dur, désolé. Il est dur. Je demande à Chérif s'il se souvient que Samy, quand il était petit, et nous au début du collège, c'était notre atout séduction avec les filles, qui le trouvaient trop mignon. Grave, répond Chérif. Après, il a grandi tellement vite. 3 étés plus tard, c'était un catcheur. Puis il baisse les yeux, pleure, et me dit qu'il ne sait pas comment il est censé vivre. Je lui dis « Viens gros, on se pète chez moi ». Arrivé là-bas, je lui roule un joint chargé pour qu'il dorme
et lui dit de prendre les trucs que lui a filé le médecin. Il fume, prend ses comprimés. Ça fale sur mon lit. Je l'enroule dans une couette et mets du son posé. Petit bob sur la tête, c'est dur de sourire. Je fais pas la fête, le cœur est noir. Voilà, j'ai même plus envie de vanner. Mais je suis confiant. Toi-même, tu sais, je suis le plus déterminé des enfoirés. Moi, je fume des clopes toute la nuit à ma fenêtre jusqu'à ce que le jour se lève. Je pense à pas mal de trucs, en boucle, furieux. Je fume, je me flingue la gorge. Avaler ma salive devient une épreuve. Je suis pas mal énervée. Je suis pas mal énervée parce que, vu le nombre de potes à nous qu'on a récupérés dans des états sombres à la sortie de nos trop nombreuses gardes à vue, je savais qu'un jour, ça irait plus loin qu'une gueule en sang, qu'on finirait par perdre quelqu'un dans cette bataille qui n'est même pas la nôtre. Une bataille à laquelle on n'a jamais pigé grand-chose. On savait qu'on perdrait quelqu'un, simplement on ne savait ni quand, ni qui. On savait juste qu'il s'agirait de celui de trop. Déjà, ça avait bien pué quelques semaines plus tôt, quand on avait rattrapé Issa à la sortie du poste. Je me répète en boucle que d'habitude, on reste calme face à eux. On ne fait pas de vagues. Peut-être que c'est pour ça qu'ils reviennent tout le temps. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils reviennent tout le temps d'ailleurs, pour nous avoir à l'usure, qu'on finisse par craquer. 24 heures avant, c'était la 3e fois de la journée qu'Issa se faisait contrôler. Il venait de ressortir de chez lui après être rentré du taf. Il était avec sa mère pour l'aider à faire les courses, mais l'avait laissé prendre de l'avance pour checker des potes vite fait. Une voiture bleue s'était arrêtée à leur hauteur pour vérifier leur identité, car force, elle connaissait bien mieux que nous. Vérifier. Numéro de la carte d'identité, nom et prénom, genre assigné à la naissance, date et lieu de ladite naissance, le sigle RF qui balafre la photo du visage, taille, signature, et puis des trucs en bas du type. Je ne veux pas lire ça. Puis l'adresse, date de validité, date de livraison, l'antenne de police à l'origine de la livraison, l'autorité du préfet et par délégation, le directeur de la police générale. Signature de celui-ci. Ça me fume quand j'y pense, que jusque sur ma carte d'identité, il y a la signature d'un keuf. Les gars avaient tendu leurs papiers sans re-signer. Sauf Issa, qui s'était permis de leur dire que c'était la 3e fois, que ça commençait à fatiguer un peu, qu'il y avait 112 personnes autour, mais que bizarrement, c'était encore sur eux qu'ils s'étaient focal direct, que c'était assez maintenant, qu'ils avaient envie de pouvoir discuter en paix, wesh. Les agents, ça ne leur avait pas plu qu'ils veuillent entamer un dialogue, comme d'hab. Ils avaient corsé l'intervention en lui demandant de se mettre à l'écart pour qu'il puisse procéder à une fouille, comme d'hab. Issa, il avait dit c'est mort, pas comme d'hab. Et le vrai problème, c'est qu'il avait rajouté tout de suite après c'est mort, vous cassez les couilles. Un des agents avait direct dégainé sa télécommande de PV électrique et dit un truc à l'oreille de son collègue, du style « Il ne nous facilite pas la tâche aujourd'hui, décidément ». Puis à l'intention d'Issa, ça va être un outrage, monsieur. Issa, qui n'arrivait plus à se contenir, avait demandé de quel outrage on parlait. Et l'agent avait répondu qu'insulter des agents, c'est pas admissible, c'est pas respectueux de traiter un agent de casse-couille alors qu'il est dans l'exercice de ses fonctions. Bah allez-y, mais comptez pas sur mes billets, avait dit Issa. J'ai juré vous forcer avec vos amendes. Tout le temps des amendes, des amendes pour tapage, des amendes pour jet de liquide insalubre, je sais pas quoi. Vous êtes même pas créatifs. Des fois, on reçoit des amendes, on n'était même pas dans la rue ce jour-là. Une fois, j'ai reçu une amende, j'étais en vacances, la vie de ma mère. Une fois, j'ai reçu une amende, voilà, j'étais déjà en garde à vue, les frères. C'est quoi ça? C'est bon, vous aussi, vous n'allez pas me dire que là, maintenant, vous constatez quelque chose de grave qu'on est en train de faire. Ben voilà, forcez pas alors. Issa avait continué à hausser le ton en leur demandant pourquoi ils n'avaient jamais rien à foutre. Ils n'avaient jamais rien à faire d'autre. Que c'était un truc de ouf, comme ils n'avaient rien à faire d'autre. Que c'était chaud, que ça faisait pitié un peu de les voir
avoir rien à faire, jamais rien à faire d'autre, comme là, comme aujourd'hui, qu'il y avait des femmes qui se faisaient violer dans le plus grand des calmes en ce moment même, partout dans Paname, mais que leur priorité, c'était de les contrôler, eux, les Noirs et les Arabes de cité. Il avait rajouté « Bravo, vous faites un bête de métier, messieurs, franchement. » Des gens, des passants, des visagers les gars, des sacs de course au bras, le menton fraîchement rasé, des baskets blanches au cuir encore ferme. Issa, ça l'avait rendu ouf. Il avait fini par leur crier « Alors les Blancs, on aime les loyers pas chers et profiter du spectacle des Noirs qu'on ratisse au loin ?» L'agent, il n'avait pas du tout apprécié l'intervention. Il avait aussitôt dit qu'apparemment, ils avaient affaire à un excité et que le mieux serait alors de faire la vérification calmement au commissariat du secteur. Issa, il avait dit « Vous savez quoi ? Embarquez-moi de fou. Ce comico, vous m'avez... » Attends, j'en suis fou. Ce comico, vous m'avez tellement emmené là-bas, c'est comme si c'était chez moi de toute façon. C'est bon en fait, venons, on y va. Vous faites ce que vous avez à faire, et moi je repars dormir d'ici quelques heures. Je m'arrête là. Ça va ? Merci. Il est dur à lire. Peut-être la traduction pour les gens. Peut-être la traduction pour les gens, ouais. La leggo io? Ok. Già qualche settimana prima le cose si erano messe male quando avevamo recuperato Issa all'uscita della centrale. Vado in loop, mi ripeto in loop che di fronte a loro devi restare calmo, non devi fare casino. Forse è questo che tornano continuamente, tra l'altro, per prenderci per sfinimento, per farci crollare. 24 ore prima era la terza volta in un giorno che Issa si faceva identificare. Stava uscendo di casa dopo che era tornato dal lavoro. Era con sua madre perché doveva aiutarla a fare la spesa, ma l'aveva lasciata andare avanti per salutare al volo gli amici. Tempo di darsi il pugno, una macchina blu si era fermata alla loro altezza per verificare l'identità e anche se a forza di controlli le conoscevano meglio di noi, verificare. Numero della carta d'identità, nome, cognome, genere assegnato alla nascita, data e luogo della suddetta nascita, la sigla che sfregia la foto della faccia, altezza, firma, indirizzo, data di scadenza, data di emissione, il commissariato di polizia, l'origine dell'emissione, il prefetto e per delega il direttore generale della polizia, firma di quest'ultimo. Mi sale un odio quando ci penso, che persino sulla mia carta d'identità c'è la firma di uno sbirro. I ragazzi gli avevano dato i documenti senza fare storie, tranne Issa, che si era permesso di dire che era la terza volta e la cosa cominciava a stancare. C'erano 112 persone intorno, ma stranamente si erano subito focalizzati ancora su di loro, che adesso basta, avevano voglia di chiacchierare in pace, Wesh. Agli agenti non era piaciuto che lui volesse aprire un dialogo, come sempre. Avevano inasprito l'intervento chiedendogli di mettersi da un lato per procedere a una perquisizione, come sempre. Issa aveva detto non esiste, non come sempre. E il vero problema è che aveva aggiunto, appena dopo un esiste, avete rotto il cazzo. Uno degli agenti aveva subito tirato fuori il dispositivo per il verbale elettronico e aveva detto qualcosa nell'orecchio al suo collega, tipo decisamente oggi ci facilitiamo il lavoro. Poi rivolto a Issa, questo è oltraggio, signore. Issa, che non riusciva più a contenersi, aveva chiesto di che oltraggio si stava parlando. E l'agente aveva risposto che insultare gli agenti non è ammissibile, che dire hai rotto al cazzo a un agente nell'esercizio delle sue funzioni è una mancanza di rispetto. Bah, fate come vi pare, ma non contate sul mio cash, aveva detto Issa. Basta con ste multe, sempre le stesse multe, multe per schiamazzi, multe per versamento di liquido insalubre, non so che. Non siete neanche creativi, a volte ci arrivano multe che non eravamo neanche per strada quel giorno. Una volta mi è arrivata una multa, ero in vacanza, giuro, su mia madre. Una volta mi è arrivata una multa, voilà, ero già in stato di fermo, fratelli, ma che storia è? Ma anche voi. Non ditemi che qui adesso constatate che stiamo facendo qualcosa di grave. E allora datevi una calmata. Issa aveva continuato ad alzare il tono chiedendogli perché non avevano mai nient'altro da fare. È una roba da matti quanto non avevano nient'altro da fare. Era peso,
Un po' faceva pena vedere che non avevano niente da fare, ma nient'altro da fare proprio, come qui, come oggi. C'erano anche donne che si facevano violentare in tutta calma in questo preciso istante ovunque a Panama. La loro priorità era di controllare loro, i neri, gli arabri di quartiere. Aveva aggiunto: complimenti, state facendo un bel lavoro, signori, davvero complimenti. La gente, i passanti, i ragazzi, fissavano con le borse della spesa in mano, il mento rasato di fresco, le scarpe da ginnastica bianche dal cuoio ancora rigido. Issa questa cosa l'aveva mandato fuori di testa. Alla fine aveva gridato: allora, bianchi, ci piacciono gli affitti bassi e lo spettacolo dei neri perquisiti sullo sfondo? La gente non aveva affatto apprezzato l'intervento. Aveva detto che a quanto pare avevano a che fare con un esaltato e che la cosa migliore era fare le verifiche con calma al commissariato di zona. Issa aveva detto: sapete cosa, portatemi dentro di brutto, tanto con tutte le volte che mi ci avete messo in sto commissariato ci sto come a casa, dai, venite, andiamo, voi fate quello che dovete fare, io tra qualche ora me ne torno a dormire. Alla centrale non c'era voluto molto perché la situazione degenerasse. Avevano verificato l'identità digitale, tra i dossier dei numerosi verbali che tutti collezionavamo avevano trovato il nome di sua madre e fatto a gara a chi la insultava di più. La sfondiamo, sono sicuro che le piace il culo. Piace a tutte le nere, avevano detto. Quello che ci ha raccontato dopo è peso da ripetere. Davanti a quella sfinza di insulti era completamente partito e gli agenti avevano cominciato la loro missione ufficiosa: disumanizzare, colpendo le facce con meno rispetto di un punching ball in una palestra di box. L'avevano colpito così forte da fargli perdere più volte conoscenza, da rompergli una costola. Gli avevano dato qualche colpo sulla testa, non troppi per evitare segni, e soprattutto sul torso e nella parte molle del ventre, una trentina di colpi forse. Avevano rinunciato a tenere il conto, una trentina di colpi minimo. I tizi si erano fatti un bel festino. Quando l'abbiamo recuperato, Issa aveva gli occhi tumefatti e le pupille prese da una crisi di tic. Gli partivano invariabilmente verso l'altro. Ma soprattutto, oltre alle palpebre gonfie, coperte di ecchimosi per i colpi, c'erano i capelli. Le trecce attaccate alla testa erano disfatte in alcuni punti. Lo avevano preso per le trecce, i suoi capelli ben intrecciati, stretti nei pugni di un odio puro. Gliele avevano rovinate tutte, erano cespugliose, con ciocchi che sfuggivano da ogni lato, disordinate, quando di solito conferivano alla sua testa il suo aspetto migliore, stiloso, elegante. Le trecce disfatte, in alcuni punti sciolte, erano diventate cespugliose in segno di sconfitta, arruffate perché le avevano strattonate, ci si erano aggrappati, malgrado la fattura perfetta, l'allineamento perfetto, il disegno fine, malgrado l'amore che la zietta chiamata apposta aveva messo nel suo lavoro, intrecciando le ciocche le une alle altre, stringendole tra loro. Le trecce avevano ceduto. La nerità di Issa, capelli, pelle, profondità dell'anima e la sua bellezza hanno capitolato quella sera. I capelli spettinati, una parte della dignità se n'è andata. La traduzione è di Joséphine Bord. J'enchaîne. Badaboum. Quand je suis retournée la chercher dans le bureau de la psy, Mamie était déjà partie, alors je suis rentrée chez moi en bus en mode « je suis pas toute seule dans ma tête ». Mon jean était là avec moi et pour la première fois depuis l'internement de Jimmy, je me suis demandé si moi aussi j'étais pas atteinte de schizophrénie sur les bords. S'il y avait bien un symptôme qu'on avait en commun, Jimmy et moi, c'était l'oubli. Chez lui, c'était instantané, chez moi, continu. Quand personne n'était là pour me le rappeler, j'oubliais que j'étais noire, j'oubliais que j'avais un jean blanc. J'oubliais, et oublier d'être noire, c'est comme avoir une garde trop basse en boxe. Le bus était bondé, mais mon jean et moi, on a réussi à trouver une place assise pépère, jusqu'à ce qu'une femme blanche me demande à moi de lui céder ma place. Classique. Mon jean m'a tout de suite vu venir. On s'est demandé pourquoi qu'elle venait nous casser les reins, cette bonne femme, alors qu'il y avait des hommes et des femmes tout aussi jeunes et en bonne santé dans ce bus bondé. Elle s'était dirigée vers moi avec dans les yeux une immense détermination, vers moi qui étais pourtant à l'autre bout du bus, vers moi, seule femme pas blanche du bus, pour me demander de lui céder mon siège, avec pour seul alibi un marmot qui s'accrochait à sa jambe comme un cornet de glace.
Mon djinn a dit que c'était pas le moment de se poser toutes ces questions. Il m'a demandé ce que je comptais faire. Il fallait répondre vite. Moi, j'étais carrément partante pour qu'on lui dise d'aller se faire voir. Mais mon djinn, il tenait à sa réputation. Il a dit qu'il valait mieux lui suggérer d'aller proposer à l'homme noir là-bas, de lui céder sa place. Sur le coup, je ne l'ai pas validé du tout, sa suggestion. Pourquoi était-elle venue nous voir, nous, si ce n'était pas précisément notre place qu'elle voulait? J'ai dit à mon djinn que ce n'était pas une bonne idée parce que si elle n'avait pas traversé l'esprit de cette femme, il y avait une bonne raison. C'est bien connu. Les hommes noirs sont violents, surtout dans le bus. Les femmes blanches, même quand elles sont enceintes et sur le point d'accoucher, elles ont trop peur de demander à des hommes noirs de leur céder leur place, au cas où ils leur fouetteraient une bonne grosse droite en plein milieu du ventre. Par contre, moi, j'étais ce qu'il y avait de plus inoffensif, celle sur qui était tatouée négresse sur le front. Alors avant de céder, j'ai proposé à mon djinn qu'on suggère à la femme d'attendre une arabe, ou encore la prochaine asiatique qui viendrait précisément s'asseoir sur ce siège, si elle y tenait autant. Mon djinn commençait méga à s'impatienter. Et c'était tellement la cohue dans ma tête que le seul mot qui est sorti de ma bouche, c'est « badaboum ». La femme, je crois qu'elle a eu peur parce qu'elle a vite fait demi-tour. Parmi les hommes qui étaient témoins, aucun n'a cédé sa place. Et elle n'avait pas l'air très motivée pour tenter sa chance auprès d'eux. Mon djinn trouvait que j'exagérais, et comme souvent, j'ai pas pu lui dire que ce qui venait de se passer n'était pas un cas isolé. Lui rappeler les 2 autres fois où cela m'était arrivé. Femme blanche, moi noire, le même scénario avec des petites nuances. Ça aurait été inutile puisque ces jours-là, il dormait. Il me trouvait parano. Et moi, j'étais à 2 doigts de couper les ponts avec lui. Mais j'ai fini par lui pardonner. Pas à la bonne femme, à mon djinn, parce que j'avais pas vraiment le choix. Parfois, j'avais du mal à l'écouter, je le négligeais, le reniais même. Mais il avait une qualité que je lui enviais. Il savait anticiper. Dans ses bons jours, il me disait d'éviter telle ou telle personne, qui allait me demander mon avis sur tel film où il y a des noirs qui jouent dedans. Et même si j'étais pas toujours d'accord avec lui, parce que j'adore parler de films pendant des heures, moi, je savais que je pouvais lui faire confiance. Surtout quand il jurait sur le Coran de la Mecque que le film en question, je ne l'avais pas vu, et que pour une fille sur laquelle est tatouée négresse, ça craint de ne pas avoir d'opinion critique sur un film où il y a des noirs qui jouent dedans et qu'on n'a même pas vu. Mon djinn disait aussi que si en plus je n'étais pas capable de parler de Dakar et de sa corniche avec ferveur et engouement, valait mieux que je passe mon chemin, d'aller là où on m'apprécierait pour ce que je suis et pas pour ce que je représente. Quando sono tornata a prenderla nello studio della psichiatra, nonna era già andata via. Allora sono tornata a casa in busti, modalità schizzata. C'era il mio djinn lì con me e per la prima volta dal ricovero di Jimmy mi sono chiesta se fossi pure io un tontino schizofrenica. Se c'era un sintomo che avevamo in comune io e lui era proprio l'oblio. Il suo era istantaneo, il mio era continuo. Quando non c'era nessuno a ricordarmelo, me lo scordavo d'essere nera, d'avere un jean bianco, lo scordavo, e scordarsi d'essere nera è come avere una guardia troppo bassa nel pugilato. Il bus era zeppo, ma il mio jean e io ci siamo trovati in un bel posticino libero, fino a quando una donna bianca è venuta da me a chiedermi il posto. Un classico. Il jean mi ha capito al volo, ci siamo chiesti perché proprio a noi doveva mettere in croce la signora, tra la balda gioventù di quel bus così zeppo. S'era diretta verso di me con gli occhi carichi di una determinazione profonda, verso di me che tuttavia era all'altro capo del bus, verso di me, l'unica donna non bianca del bus, per chiedermi di darle il posto, con l'unico alibi del moccioso attaccato alla gamba come un cono gelato. Il djinn mi ha detto che non era il momento di porsi tutte quelle domande, mi ha chiesto cosa intendessi fare. Dovevo rispondere in fretta, ero ovviamente d'accordo per mandarla al diavolo, ma il Gil ci teneva alla reputazione, ha detto che era meglio dirle di chiedere il posto a un uomo nero laggiù, non ero nero. Sul momento non l'ho proprio accolto il suggerimento, se era venuta da noi magari voleva precisamente il nostro di posto. Ho detto al Gin che non era un'ideona,
che se non era venuta in mente alla signora doveva esserci una buona ragione. È risaputo, gli uomini neri sono violenti, soprattutto negli autobus. Le donne bianche pure, se incinte lì per partorire, hanno troppa paura di chiedere a uomini neri di cedere il posto. Non si è mai sferzassero una sberla sulla pancia. Invece io ero quanto di più un offensivo ci fosse, quella con stampata neressa in fronte. Allora, prima di cedere, ho proposto al mio gin di suggerire alla donna di attendere un'araba, la prossima asiatica, che avrebbe occupato proprio quel sedile lì, se ci teneva tanto. Il mio gin cominciava a spazientirsi di brutto e aveva una tale calca nella testa che l'unica parola che mi è uscita dalla bocca è stata badaboom. La donna, secondo me, ha avuto paura perché ha girato i tacchi. Tra gli uomini testimoni nessuno le ha ceduto al posto e lei non pareva così motivata da riprovarci con loro. Il mio gin trovava che esagerassi e come sempre non ho potuto dirgli che quel che era appena accaduto non era un caso isolato. Ricordargli le altre 2 volte in cui mi era successo, donna bianca, io nera, stessa scena, ma con lievi sfumature. Sarebbe stato inutile perché quel giorno lui dormiva. Mi trovava paranoica e io ero un pelo dal tagliare i ponti con lui, ma alla fine ho perdonato, non la signora, il mio gin, perché non è che avessi molta scelta. Talvolta avevo difficoltà ad ascoltarlo, lo trascuravo, lo rinnegavo addirittura, ma aveva una qualità che gli invidiavo, sapeva anticipare. Nei suoi giorni buoni mi diceva di evitare quella o quell'altra persona che mi avrebbe chiesto un parere sul film in cui recitavano neri e anche se non ero sempre d'accordo con lui, perché io adoro parlare di film per ore, sapevo che potevo dargli fiducia, soprattutto quando giurava sul Corano della Mecca che il film in questione non l'avevo visto e che per una con scritto neressa sta male non avere un'opinione critica su un film dove recitano neri e non averlo manco visto. Il mio gin diceva pure che se in più io non ero capace di parlare di Dakar e della sua corniche con invaghimento e fervore, tanto valeva tirare dritto, andare là dove sarei stata apprezzata per quel che sono, non per quel che rappresento. Est-ce qu'à propos de ce type de racisme ou de projection ou de représentation très subtile, vous ressentez, même dans le champ éditorial, dans le milieu littéraire, comme une sorte d'injonction à vous occuper de... On a tellement de choses à dire, c'est voilà. Voilà, on a injonction à vous occuper de ces questions et donc un manque de liberté à vous occuper même de rien, ou des histoires qui n'ont rien à voir avec cet argument. Et donc aussi à l'embrasser comme un choix, un véritable choix. Vous sentez... Merci pour cette question. Parce dans un camp où on se sent à l'abri, on parle plutôt de ce qui arrive dehors. Merci de la poser. Je crois que c'est la première fois que je l'entends poser dans toute l'histoire de ces 2 livres, d'ailleurs, parce que j'ai aussi assisté à des rencontres en tant que public. Et donc, merci. Parce qu'elle est super intéressante. Il y a plein de manières d'y répondre. Oui, en tout cas, en France, il y a eu, je pense, une forme d'injonction qui est immatérielle à partir du moment où on occupe des corps minorisés, que ce soit minorité de genre, minorité d'orientation sexuelle, minorité raciale. On a toujours cette injonction à faire récit, à faire témoignage, et on est toujours un petit peu étonné qu'on soit capable de fiction. Quand on produit des œuvres de fiction, on a absolument envie de, à chaque fois, relier ça à des formes de réalité qu'on pourrait traverser. Donc déjà, ça, c'est un premier point. Et le deuxième, c'est qu'en fait, c'est tellement corrosif que, effectivement, ça nous habite et que même pendant l'écriture, on va être sans cesse en train de négocier avec cette espèce de regard. On parle de gaze en anglais, qui est assez intéressant, le white gaze, le male gaze, etc. Mais en fait, on l'internalise et ça fait qu'on est sans cesse en train de se battre pour le faire disparaître, pour ne pas écrire pour lui répondre uniquement, mais surtout pour écrire et ne plus jamais avoir à lui répondre, surtout, et avoir la liberté de faire les œuvres qu'on a envie de faire. Mais c'est une négociation permanente. Et effectivement, j'ai l'impression... Je voulais dire un truc qui était dans mon esprit super pertinent, mais en fait, je l'ai oublié. Mais en tout cas...
c'est que ça devait pas être si pertinent que ça, mais bon, en tout cas, voilà, c'est clair que oui, il y a ces formes d'injonction-là, et de se dire que oui, on peut pas nécessairement parler d'autre chose que de... Et que... Enfin, voilà, on créerait peut-être l'étonnement à juste parler, je sais pas, d'une histoire d'amour lambda, et que forcément, on doit s'occuper de ce genre de sujet. Mais ce qui est en fait un contresens, parce que ça conforte, je trouve, tout le monde dans l'idée que, par exemple, le racisme, c'est une affaire de personnes racisées. Le sexisme, c'est une affaire de femmes. L'homophobie, c'est une affaire de personnes homosexuelles. Enfin, ça n'a aucun sens, en fait. Et bon, voilà. Mais il y aurait des tas de choses à en dire, mais en tout cas... Oui, pour aller dans ton sens et aller un peu plus loin dans ce que tu viens de dire, je pense que c'est une question qui se posera plus dès lors que, justement, des auteurs blancs traiteront la question du racisme. Moi, il y a une question que je me pose assez sérieusement là, depuis la sortie du livre, c'est comment se fait-il que dans nos vies respectives, alors des personnes racistes, on en croise tous les 4 matins, enfin en tout cas, voilà, on ressent cette violence souvent, mais qu'elle n'est jamais décrite dans les livres écrits par des auteurs blancs, en fait. Enfin, à quand ils vont s'y mettre, en fait? À quand ils vont s'y mettre? D'autant plus que le racisme n'est pas réduit, on ne peut pas être réduit à une thématique, c'est avant tout un problème de blanc. Je pense que à partir du moment où des auteurs blancs pourront en fait voir leur propre mécanisme raciste, ce qui leur est en général aveugle. Enfin, beaucoup de personnes pensent ne pas être racistes. Donc, tant que tu ne vois pas le racisme que tu peux exercer toi-même sur d'autres personnes, comment tu peux le décrire dans un roman? Enfin, alors que les personnes qui le pratiquent sont les premières, enfin les premières concernées, en fait. Enfin, j'ai envie de dire, c'est à eux, en fait, d'écrire des livres sur le racisme. En tant qu'expert, et en mettant en scène du coup des personnages racistes, parce que ça n'existe pas dans les livres de français classique blanc, en fait. Enfin, il y a presque un impensé à l'endroit aussi de la création littéraire. Donc la suite logique, c'est que quand on arrive dans des espaces littéraires, ça n'existe pas. Enfin, les choses ont l'air d'aller de soi, comme si on était tous égaux. Et déjà, ça, c'est une forme de première violence invisible dans la manière dont on va prendre soin des corps minorisés. Je ne sais pas, ça peut passer par les questions. Là, aujourd'hui, on a un peu discuté au préalable sur ce sur quoi on allait discuter. C'est une manière aussi de prendre soin d'un auteur, de tenir en compte ses limites, ce dont il a envie d'aborder ou pas. Djati et moi, c'est pas la première fois qu'on fait une discussion ensemble, et c'est déjà arrivé qu'on nous confonde, alors qu'on a... Voilà, quoi. Donc oui, tant que ça restera un impensé au sein même de la littérature et des textes littéraires, ça continuera. Enfin, en fait, c'est un impensé politique globalement, hein, clairement. Donc, on en parle énormément entre nous. On se fait des débriefs ouais. Justement, je pense que être, condamné à répondre en fait à celles et ceux qui nous dominent, quoi, de fait, dans le sens qui n'exercent pas nécessairement une domination active ou consciente, mais en tout cas de fait, quoi. Ça fait que justement, on ne prend pas le temps de se comprendre depuis l'intérieur. Et j'ai le sentiment que, en fait, moi j'ai 35 ans et j'ai passé énormément de temps, et je vais continuer d'en passer encore beaucoup, à en fait apprendre des choses sur ma communauté, à commencer par le fait qu'elle est complètement hétérogène. Et quand je dis ma communauté, déjà c'est même un non-sens, parce qu'en fait c'est quoi? Mais
en tout cas, les personnes dont je vais me sentir proche, sociologiquement, artistiquement, etc. En fait, on est très, très hétérogène. On ne traverse pas les mêmes choses, on n'a pas les mêmes biographies déjà, on ne renvoie pas la même chose dans l'espace public, on n'est pas perçu pareil, etc. etc. On n'a pas la même couleur de peau. On n'a pas la même couleur de peau. Il y a énormément en fait, de distinctions et que, en fait, on va écraser un peu du pied pour créer une homogénéisation forcée, pouvoir répondre à l'ennemi presque. En fait, on, nous, etc. Et parfois, c'est important de savoir faire ce nous, mais parfois aussi, en fait, on se néglige depuis l'intérieur de se dire, mais en fait, on est très différents et il faut creuser ça, en fait, quoi. Oui, parfois, c'est important de creuser sa singularité et de se retrouver à d'autres moments. Et moi, je suis aussi pertinemment persuadée, et c'est Toni Morrison qui le dit mieux que moi, que le racisme peut vite devenir de la distraction et t'éloigner de ton travail. Donc il y a toujours un équilibre. Moi, si je passais mon temps à raconter des anecdotes racistes de festival, je ferais plus que ça en fait. Enfin, j'arrête d'écrire. À un moment donné, tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc, ouais, faut composer avec ça. En parler entre nous, en partie, ça soulage d'un poids. Et par moments... Mais par moments, c'est l'inverse, en fait, parce que j'ai l'impression aussi qu'on nourrit tellement le truc. Et parfois, moi, cet été, je me suis fait on a eu une séquence politique assez difficile en France avec l'organisation d'élections qu'on n'avait pas vu venir, etc. Ça a été compliqué pour beaucoup de personnes, et dont nous. Et en fait, c'est un climat qui est en fait souvent assez compliqué à vivre parce qu'on est tout le temps, en fait, il y a peu de... En plus, quand on est une femme... Enfin, où on appartient à une minorité de genre, en fait, il n'y a pas un jour qui se passe sans qu'on parle soit de violences sexistes, soit de violences sexuelles, soit de violences raciales, etc. Et en fait, c'est ingérable. Et moi, je me suis rendu compte que les moments où je vais bien, c'est les moments où, en fait, finalement, je suis plus isolée. Par exemple, l'été, où, en fait, tout le monde est parti en vacances. Ah ouais. Du coup, je me retrouve seule, ce qui n'est pas forcément... je vois tout le monde s'amuser sur Instagram. Et en même temps, j'ai ce truc de mais je me sens mieux, je me sens plus léger. Mais en fait, ça fait un moment là que j'ai pas eu à raconter une anecdote ou que j'ai pas eu à parler de telle agression sexuelle ou de tel truc et tout. Et bon, et puis ça revient vite, c'est cyclique tout ça. Donc là, la rentrée, elle a été chargée. Nous en France, là, on a des procès, des trucs. Enfin, vraiment, c'est c'est un pays, voilà. Mais donc ouais, c'est vrai. Et je me dis en tout cas, un objectif à atteindre, c'est pas d'arrêter de parler de ça, parce que malheureusement, nous, on est dans la sauce depuis. Et puis, c'est intéressant de décortiquer. Et je pense que... Mais c'est aussi de pouvoir un jour se permettre de dire, mais j'ai envie de parler de ça, je vais parler de ça, et sans même avoir à justifier. Parce que là, on est encore dans un truc où, en fait, on va devoir... Non, là, c'est en mode, tiens, je vais faire un livre entier sur les fougères. Voilà. Pas mal. Merci beaucoup. Alors, j'ai une autre question. C'est mon obsession. On a parlé de... tout le travail qu'il y a derrière ce premier roman, que j'imagine, comme je disais, et je tiens vraiment à le souligner parce que je veux aussi vous féliciter sur ça, parce que je ressens, après peut-être je me trompe, une auto-légitimation aussi à écrire qui vient de très loin, parce que pour arriver à un premier roman aussi réussi, au niveau vraiment de l'exercice de la langue, mais c'est quand même un travail, parce que c'est deux maisons d'édition importantes, Grasset, Seuil, et c'est plus un rapport dans ce contexte entre vous et l'écriture, un moyen de examiner ses pensées, être moins seul, mettre beaucoup de choses, mais oui, il s'agit d'un travail. Alors je voulais savoir si là on est entre trois pays, les conditions sont très différentes. En France, en Suisse, on a des dispositifs qui aident beaucoup. Les publications, les traductions, en Italie encore, c'est très différent. Et forcément, quand on est dans ces contextes, parce qu'on est très isolé, c'est un travail très solitaire, on n'a pas envie de partager la précarité, des questions on a envie de parler des aspects plus puissants de notre travail. Mais je voulais me forcer un peu et savoir dans quelles conditions vous avez écrit ce premier roman. Est-ce que c'est retourné, ce qu'il devrait nous donner un travail, des conditions matérielles pour une existence digne, aussi pour avoir du temps libre, pour cultiver sa flamme, sa rage, pour la remettre à l'intérieur des textes. Moi, déjà, dans un premier temps, je dirais que j'ai pas l'impression
d'associer l'écriture à un travail ou à un métier, le fait déjà de faire autre chose, de faire de la musique, de chanter, d'avoir d'avoir plusieurs casquettes, me permet de... Mais en fait, un peu partout, j'ai l'impression que d'avoir un pied dedans, un pied dehors, et que ça m'aide vachement à être en paix avec moi-même. Et donc j'ai tendance à me présenter en tant qu'écrivaine dans des milieux musicaux et en tant que musicienne dans le milieu littéraire. Ça me permet en fait de jouer avec des identités mouvantes et de ne pas complètement appartenir à un milieu littéraire qui, de fait, je ne veux pas dire qui nous accueille pas, ou c'est pas tellement ça, mais il n'y a pas de désir d'appartenir au milieu littéraire tel qu'on l'a trouvé. Enfin, moi, je trouve pas ça cool d'arriver en festival et de rencontrer tel auteur qui a du succès, et de faire la groupie, d'absolument aller lui parler. Je préfère parfois rester dans ma chambre d'hôtel dans ces cas-là, justement pour préserver la flamme dont tu parlais. Parce que j'ai l'impression que notre travail littéraire consiste justement à sécuriser un territoire et de pas se laisser déborder ou entacher par un milieu qui n'est pas le nôtre au départ. Mais je crois que ça aide vachement de faire plusieurs choses différentes. Je crois que je me demande comment les écrivains qui ne font qu'écrire font pour se renouveler. Enfin, moi, je sais que quand j'ai du mal et que j'ai un peu de mal à écrire ou que j'ai plus d'inspiration, bah, je vais écrire une chanson et que ça va me débloquer à un autre endroit. Quand j'arrive plus à écrire de chansons, je vais travailler à un scénario avec une amie scénariste et que ça va me permettre de me renouveler. Il n'y a qu'en littérature, j'ai l'impression, qu'on attend des auteurs qui s'inscrivent derrière une filiation ou d'avoir uniquement des inspirations littéraires, alors que, je ne sais pas, un styliste de mode, de haute couture, va s'inspirer d'une peinture de Picasso pour travailler la robe qu'il est en train de fabriquer. Ouais, en tout cas, moi, il y a ce désir, au fond, je pense, de décloisonner tout ça, de dépoussiérer, même, j'ai envie de dire, et donc de continuer à naviguer en pirate sur la mer trouble. Oui, je pense peut-être c'est aussi générationnel aussi, je sais pas trop. Je m'interroge en tout cas sur le fait que on assume peut-être aussi beaucoup plus d'être plein de choses maintenant. Il y a aussi le fait de naviguer entre il y avait ce rapport à l'école aussi où donc il y a un apprentissage de la langue, d'une certaine culture, d'une certaine histoire qui est fictionnelle, comme les histoires en général. Et conscientiser ça, déjà, c'est aussi aller à la recherche d'autres sources pour compléter les premières. C'est, en fait, pour reprendre la métaphore de la navigation, j'ai l'impression que c'est vraiment ça, c'est essayer d'accorder au diapason en fait, des tas de cultures qu'on a autour de nous. Et là, je ne parle vraiment pas de l'opposition culture des pays d'origine de nos parents et culture française. Comme tu le soulignais, c'est pour moi, en fait, et je pense que quand on est enfant, on grandit à la fois dans ces oppositions permanentes qu'on fait à notre place, mais que si on laissait grandir les enfants peut-être dans un autre type de raisonnement, en fait, il y aurait peut-être moins cette dualité qui continue de nous habiter adultes, et beaucoup plus peut-être de fluidité en fait, et d'accord pour passer genre d'une atmosphère à l'autre, voire même d'en créer une troisième au centre, puisqu'en fait, il y a vraiment plus d'une culture, c'est pas une là et une là, c'est vraiment plein de choses. Surtout quand on grandit dans des milieux populaires où en plus il y a encore d'autres. Et on parlait de la langue. La langue, cette langue-là,
qu'on évoque depuis tout à l'heure, elle est habitée de mots arabes, gitans, wolof, de mots retournés, de néologismes, de mots américains. Enfin, c'est ça en fait. Et c'est pas du tout pour dire ouais, citoyen du monde et tout, mais c'est plus pour signifier en fait que c'est vraiment un endroit de complexité. Et la question initiale, oui, c'était... en tout cas, sur les conditions matérielles, c'est clair que... il faut pouvoir En fait, je trouve que là où c'est le plus difficile, c'est de pouvoir se projeter sur plusieurs livres. Voilà, c'est... Enfin, matériellement, c'est-à-dire comment je vais les écrire. Moi, le premier, je l'ai écrit après un burn-out et m'être fait licencier, et du coup, d'avoir pu toucher le chômage. C'était pas un licenciement, c'était un petit licenciement, du coup, qui m'a permis de toucher le chômage et de pouvoir écrire ce texte. Enfin, la vérité, c'est que c'est ça. Et ensuite, je l'ai publié et j'ai enchaîné avec la promotion. Mais du coup, on ne sait jamais comment ça va se passer, la promotion d'un livre, si le livre va marcher ou pas. C'est impossible vraiment de le savoir. Et donc, moi, j'étais... à ce moment-là, j'avais postulé à des offres et puis on m'avait proposé un travail. Je me disais, est-ce que je le prends, est-ce que je le prends pas? Je me suis dit, mais il y a l'inflation et tout ça. Enfin, moi, il faut que je mange, en fait. Donc, j'ai pris le travail. Et donc, du coup, j'ai fait ma promotion et en même temps qu'un 35 heures. Et en fait, il s'avère que ça s'est bien passé pour le livre, mais du coup, c'était vraiment... Et en même temps, voilà, c'est un choix où j'ai terminé dans un deuxième burn-out, mais en même temps, du coup, j'ai pu mettre de côté de l'argent nécessaire pour pouvoir de nouveau entamer une période d'écriture, avec aussi la possibilité d'avoir une bourse d'écriture, etc. Donc, en fait, on essaye de faire tenir comme ça les choses, mais c'est sûr que donc, pour le moment, tout va bien. Mais dans 2 ans, c'est plus... voilà, c'est... Plus à long terme. Ouais, on ne sait pas trop, quoi. On ne sait pas trop comment ça va se négocier à long terme. Mais je n'ai pas tout à fait répondu à la question, en fait, sur les conditions d'écriture de mon premier roman, qui s'est écrit dans la plus grande précarité. Et l'urgence également. Enfin, il y avait quelque chose de l'ordre... Et en même temps, l'urgence, et en même temps, personne ne t'attend. Donc, en fait, tu prends vraiment tout le temps qu'il te faut pour l'écrire. Moi, j'ai beaucoup voyagé, je suis partie à gauche, à droite, comme ça, pour le terminer tranquillement. Mais c'est vrai que pour le deuxième, pour le troisième, pour la suite, nos premiers romans ont eu de la visibilité, nous ont permis de candidater à des bourses, des résidences. Et pour l'instant, moi, la question que je me pose... concernant l'écriture du deuxième livre, étant donné qu'on a un semblant de sécurité actuelle, en tout cas, pour l'instant, on va pouvoir écrire tranquillement notre deuxième livre, mais la question qui m'interroge, c'est quel impact va avoir sur notre écriture le fait d'écrire notre deuxième roman dans des conditions plutôt agréable, en étant à l'aise. Ça, c'est une vraie question. Et donc, pour rester sur le travail littéraire, parce qu'en fait, qu'on ait de l'argent, pas d'argent, on va continuer à écrire, en fait. Ça, c'est certain. Donc, pour l'instant, la question un peu au milieu que je me pose, c'est à quel point l'écrire en étant... à l'aise financièrement, va avoir un impact sur mon écriture. Est-ce que ça ne va pas déformer? Là, moi, je viens de m'installer à la Villa Médicis à Rome depuis 2 semaines. Je me demande si je vais réussir à écrire. Il y a trop... voilà. Il y a un peu ce truc-là. Je sens qu'il va falloir changer complètement de logiciel. Jean, je l'ai beaucoup écrit la nuit, parce que c'était le seul moment où j'avais le temps. Là, maintenant, je découvre le jour, le matin. C'est incroyable, le matin. Là, j'ai le droit de profiter de la lumière romaine le matin. C'est incroyable. Je me lève à 7h, je suis comme ça. 7h du matin, je suis réveillée, quoi. Je suis réveillée et donc peut-être que le deuxième va être un livre écrit de jour. Et déjà, qu'est-ce que ça change d'écrire un livre le jour? Moi, la nuit me permettait de mieux voir mes personnages, justement. La journée, je vois rien, il y a trop de soleil, il y a trop d'activité. Je vois rien, vraiment. Et là, il va falloir composer avec la lumière, tout d'un coup, avec le jour, avec l'émulation de 15 autres artistes qui m'accompagnent
pendant cette année romaine, je crois qu'il va falloir que je me crée une nuit artificielle dans mon appartement, je vais tout fermer. Et peut-être juste, et l'argent que je vais gagner tous les mois, je me demande si je ne vais pas la sonorisation. Je sais pas, je vais la jeter. Non, peut-être pas, mais c'est vrai que oui, ça pose des questions autour oui, même qu'est-ce que ça fait d'écrire ton roman au cœur même d'une institution telle que la Villa Médicis, la Villa Albertine, et comment on peut... et en même temps, il y a encore une forme de ruse à trouver à cet endroit-là. Vous croyez que vous allez nous lisser, mais en fait, on connaît les règles du jeu aussi. On sait comment ça se passe. Et comment garder, oui, sa petite flamme initiale. Je ne sais pas si c'est une question à laquelle j'ai répondu, mais je pense que vraiment le fait de faire autre chose, de la musique, de faire de la musique permet de garder quelque chose qui va être incolonisable presque. Merci beaucoup vraiment. Je ne sais pas s'il y a des questions. Ci sono delle domande? Allora, io ho difficoltà ad alzarmi a portare il microfono, ce n'è uno che... C'era una signora che aveva alzato la mano per fare una domanda. Non, je voulais d'abord vous féliciter parce que c'est une joie de vous écouter. Hein, et j'ai pensé à vous comme un peu les sorcières de Caliban et les sorcières de Silvia Federici. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, mais c'est une autrice italienne qui a écrit en français et qui, je crois, a publié aussi avec La Déferlante et tout, et où j'ai l'impression que vous êtes aussi un peu là-dedans, et qui vous voit comme des battantes et comme les sorcières qui ont déterminé les changements sociaux les plus importants au cours de toute notre histoire. Et aussi, en vous écoutant, j'ai pensé à... Je crois que c'est ce petit livre de Toni Morrison qui s'appelle Récitatif, oui, où elle raconte l'histoire de femmes, et on sait qu'une est blanche et puis l'autre est noire, mais on ne sait pas qui est la blanche, oui, et qui est la noire. Et ça, j'ai trouvé ça absolument génial. Et j'ai l'impression que comme vous racontez vos écritures, que je vais évidemment m'empresser de lire, c'est quelque chose que vous transmettez également. Alors, vraiment, je vous dis, mais vive les sorcières, quoi. Merci. Bah, c'est sûr qu'il y a, je pense, cette question d'essayer de noyer le poisson. En fait, il y a plein d'expressions comme ça en français qui sont intéressantes. Noyer le poisson, essayer d'utiliser des stratégies de diversion, et en même temps, toujours surveiller le fait de ne pas tomber que là-dedans, parce qu'on a vraiment des histoires à raconter. Mais oui, c'est intéressant, récitatif, dans le sens où, en fait, ce qu'il y a de plus intéressant dans ce livre, c'est que beaucoup, je pense, ont passé le livre obsédée par cette question. Exactement. Alors qu'elle raconte quand même plein d'autres choses. Et c'est qui est la noire, qui est la blanche. Raison de plus pour dire que ça compte, en fait. Exactement. Exactement. Et que ça reste un enjeu encore aujourd'hui, parce que c'est un livre qui a été traduit, en tout cas en français, il n'y a pas très longtemps. Et après, pour rebondir rapidement sur la question des sorcières, moi, c'est un motif qui m'intéresse énormément. Il y a la piraterie aussi, du coup on a souvent parlé, parce que c'est vraiment deux figures, le pirate et la sorcière, et puis il y en a encore d'autres, mais qui sont justement intéressantes à aller mobiliser, parce que c'est deux figures dans le mouvement, c'est deux figures autonomes, c'est deux figures qui sont au cœur de savoir-faire propre,
Et donc intellectuellement, moi, ça me paraît très stimulant. Nous, on a aussi vraiment cette figure de la sorcière, Tituba, qui a été fictionnalisée par Maryse Condé, qui est un livre extrêmement important. Et du coup, je sais que c'est une figure que j'ai mobilisée dans mon propre livre pour qui a envie de la voir à travers un personnage qui s'appelle Neil et qui manie l'art de la chaudronnerie, mais en fabriquant réellement des chaudrons. Et du coup, il a vraiment ce truc où il sait faire des choses par lui-même. Je vais en rester là, mais voilà. Oui, que ce soit la sorcellerie, la piraterie, ou même l'art de l'esquive. Moi, j'ai pratiqué la boxe pendant 5 ans et j'ai l'impression qu'on pourrait définir Jean comme l'art de l'esquive, en fait. Il y a quelque chose de cet ordre-là, que les choses ne sont pas abordées frontalement, mais que pour le second, en tout cas, c'est vrai qu'il y a un désir d'affronter les choses plus frontalement. Et tu citais Toni Morrison, mais c'est certain que les exemples afro-américains abondent dans ce sens-là sur les questions raciales, et qu'en France, en Europe, globalement, on a encore énormément de retard sur ces questions-là. Donc évidemment que Toni Morrison a été une inspiration, mais voilà, je pense qu'on parle quand même du territoire français, mais voilà, tout en renouvelant des questions qui sont abordées aux États-Unis. Il y a des choses très intéressantes, par exemple, même dans les films. En ce moment, je repense beaucoup au film d'horreur de Jordan Peele, un film d'horreur qui s'appelle Get Out. Il serait peut-être temps, en France, en Europe, de mettre en scène des personnages noirs qui tuent des personnages blancs, tout simplement. Enfin, à un moment donné, ça pourrait exister. Ça pourrait exister. En tout cas, je réfléchis à ça et à comment le faire à la fois de manière subtile et de le justifier, tout ça. Mais très honnêtement, quelle personne noire n'a jamais rêvé de tuer un personnage blanc à force de violence raciste? Je crois qu'on peut se permettre de passer de l'autre côté, en fait, maintenant. On en est là, en fait, aussi, peut-être en France, en Europe. Et que ces récits méritent d'être mis en scène, d'être imaginés. On peut imaginer ça, en tout cas. Sans en faire une propagande réelle. Enfin, voilà. Mais d'ailleurs, juste pour rebondir rapidement sur ça, aux États-Unis, ils ont... Bon, c'est une source d'inspiration comme une autre parce qu'ils ont aussi leurs problèmes, mais simplement, pour moi, je ne suis pas une énorme lectrice, mais c'est les seuls écrivains blancs que j'ai vu parler justement de blanchité. Et j'ai relu un livre que j'aime énormément qui s'appelle « Sous le règne de Bone » de Russell Banks. Récemment, j'avais lu il y a très longtemps où j'en étais pas au même endroit de construction que maintenant. Et là, je l'ai relu il y a quelques mois. Et en fait, je me suis dit, mais waouh, en fait, c'est un grand livre sur la blanchité, en fait. À travers le récit un peu initiatique d'un jeune homme blanc. Bon, je ne vais pas vous faire de spoilers, etc. Mais en tout cas, il y a vraiment... à travers la fiction, parce que c'est vraiment pas un récit ni un témoignage, il va en fait chercher, sans que ce soit didactique, qu'est-ce que c'est en fait de se construire en tant que paria. Surtout là, c'est vraiment un personnage qui est vraiment white trash, même si bon il va se construire, mais il est quand même blanc en fait, et donc pauvre, etc. Avec une réalité sociale extrêmement dure, beaucoup de précarité, mais blanc, et donc le sujet c'est pas il est blanc, mais c'est vraiment fouillé. Et je me suis rendu compte qu'effectivement, il avait fait un geste, moi, qui m'avait plu initialement, qui me plaît toujours, mais que j'ai pas vu dans la littérature française, dans ce que j'ai lu, évidemment, puisque j'ai pas tout lu. Et ça, je trouve que ça prouve qu'on peut le faire, en fait. Ça prouve qu'ils peuvent le faire, du coup, parce que c'est un peu plus compliqué. Mais... Merci beaucoup. Merci.